Là, je vous parle vraiment en tant que psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des hyper, qui depuis 10 ans voit vraiment la différence entre un hyper qui s'ignore ou qui se nie et un hyper qui regarde en face qu'il l'est. Le tout premier intérêt de savoir qu'on est hyper, c'est de pouvoir reconnaître que 70 à 80% de la population ne l'est pas, que 70 à 80% de la population normaux fonctionne. Donc les uns vont les appeler les neurotypiques, moi je les appelle les normaux fonctionnants. Ils sont tellement, tellement, tellement différents de vous que si vous ne savez pas qui ils sont, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se joue pour eux dans la relation, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui les intéresse dans une discussion, qu'est-ce qui se joue pour eux quand ils vous font toutes ces remarques sur votre apparence, sur le fait que vous soyez compliqué, etc. Non seulement vous ne pouvez pas les comprendre et vous ne pouvez pas vous comprendre l'un et l'autre dans la relation, mais en plus vous ne pouvez qu'en souffrir. Parce que lire des propos et des comportements de normaux fonctionnants à la lueur du fonctionnement des hyper, c'est forcément mal interpréter les échanges. C'est forcément mal interpréter ce qui se dit, mal interpréter ce qui se fait. Ce qui se joue pour un normaux fonctionnant est tellement différent que ce qui se joue pour un hyper, que c'est l'équivalent d'atterrir sur une planète dans laquelle on nous dit bonjour, je t'aime bien, en nous faisant des fuck avec comme ça le majeur bien dressé devant vous avec une grimace. Bah vous, si vous savez pas que dans leur langage ça veut dire bonjour, je t'aime bien, forcément vous vous sentez agressé et blessé. Essentiel de se savoir hyper donc pour pouvoir enquêter sur les normaux fonctionnants et c'est tellement important que j'en ai fait un programme audio, je vous laisserai aller voir sur le site si ça vous intéresse. Le deuxième intérêt est d'aller se faire accompagner par un thérapeute qui est spécialisé dans l'accompagnement des hyper. On n'accompagne pas un hyper de la même manière qu'un neurotypique, qu'un normofonctionnant. Ceux qui me disent que c'est faux, on dort. C'est pas possible. Ils n'ont pas vu. C'est juste techniquement impossible. Déjà, on ne traite pas des mêmes sujets, pas de la même façon. Et rien que pour l'hypnose, par exemple, on ne fait pas entrer quelqu'un qui est hyper fonctionnant de la même manière en transe que quelqu'un qui serait neurotypique. Et plus encore, quelqu'un qui sache distinguer un hyperfonctionnant qui est classique d'un hyperfonctionnant, par exemple avec option Asperger. Un Asperger va avoir naturellement l'élan de vouloir rendre content son thérapeute et en faisant bien les choses. Et le fait de vouloir bien faire va presque empêcher la séance d'hypnose d'avoir lieu correctement. Donc, la première chose qu'on a à faire avec un Asperger quand on veut le mettre en transe, c'est déjà de lui permettre de comprendre comment il fonctionne lui déjà naturellement, de nous adapter à ça, c'est-à-dire de faire de la manière dont il s'y prend lui. S'il ne sait pas visualiser, ça sert à rien de lui proposer des visualisations, par exemple. Mais surtout, de le mettre à l'aise sur le fait qu'on n'attend rien d'autre de lui que ce qu'il sait déjà faire et de la façon dont il le fait déjà. Ce qui fait qu'il va être à l'aise et l'état de transe peut s'installer très agréablement et très facilement surtout. Un hyperfonctionnant classique, sans cette option Asperger, n'aura pas besoin de ça. Lui, il est déjà en transe quand il vient chez vous. Il est déjà avec une facilité à accueillir les images, les sons, les sensations. Et c'est déjà open bar, donc il n'y a pas besoin de passer 20 minutes à le mettre en transe. Il y a juste besoin de lui dire fermez les yeux et laissez votre inconscient, faites apparaître telle info dont on a besoin. Pareil pour les sujets qui sont traités. Chaque hyperfonctionnant raconte la même chose concernant ses difficultés relationnelles. Tous les hyper sans option Asperger ont les mêmes difficultés et tous les hyper avec option Asperger ont exactement les mêmes difficultés. Pourtant, ils n'ont pas la même histoire familiale, professionnelle, scolaire. C'est que donc quelque chose d'autre se joue pour eux. Et si vous allez voir un thérapeute hyper ou pas, mais qui n'est pas au fait de ce qui se joue pour un hyperfonctionnant, qui n'est pas tout simplement spécialisé dans les problématiques des hyper et dans l'accompagnement des hyper, eh bien, il va se contenter de vous faire parler de vos blessures de vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, et probablement que ça va vous libérer un peu, ça va probablement vous être utile, voire très utile, mais ça ne va pas être suffisant. Vous allez bosser sur un truc, puis sur un deuxième, puis sur 10, puis sur 20, et à chaque fois ça va aller un peu mieux, mais est-ce que vous êtes heureux? Non.
Parce que travailler sur les blessures de votre histoire ne suffit pas quand on est hyper. C'est notamment la blessure d'incarnation qu'il va falloir traiter. Ce que ça fait à votre âme quand elle s'est retrouvée d'un coup sur Terre et que c'était pas comme elle avait prévu, quand le contraste entre l'entre-deux-vie et cette vie-ci était à ce point violent que ça en a été traumatisant pour vous. Parce que les 5 blessures évoquées par Lise Bourbeau dans ses nombreux ouvrages ne sont en réalité pour les hyper pas des blessures de vie, mais des blessures d'incarnation. Chaque hyper a chacune des blessures évoquées par Lise Bourbeau du simple fait d'atterrir sur Terre. Il y a un deuil à faire, le deuil de l'entre-deux-vie, le dépasser la nostalgie de l'ailleurs, comme on l'appelle, et on est plusieurs à en parler plutôt bien, je pense. Donc, essentiel de savoir qu'on est hyper et de l'assumer et de le dire dans la quête d'un thérapeute adapté. Vraiment, ça change tout. Et les clients me le disent un par un. Barbara, ça change tout. D'avoir quelqu'un qui s'adapte à notre façon de fonctionner et qui a un cerveau qui fonctionne aussi vite ou avec autant de rebonds ou de manière aussi spéciale que nous, waouh, quel confort. C'est fluide, ça fait du bien. Parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol que ce soit vous qui vous adaptez au thérapeute, non? Le troisième intérêt, je le localise dans le domaine amoureux. Si vous êtes hyper et que vous galérez en amour, c'est-à-dire que soit vous êtes en couple et ça foire tout le temps, vous finissez toujours malheureux, malheureuse, ou soit vous avez des difficultés à être en couple, c'est que, 3 options principales, hein, il peut y en avoir d'autres, mais soit vous fréquentez des normaux fonctionnants et vous n'osez pas prétendre à mieux parce que vous n'avez pas capté qu'il y avait mieux et que ça serait facile pour vous et plus enrichissant. Soit vous fréquentez des pervers narcissiques, ou ce que j'appelle moi des narcissiques à effet pervers, des gens qui ont à ce point souffert dans leur enfance qu'ils ne peuvent pas raisonnablement et librement vous donner leur amour, vous manifester leur amour, et du coup vous êtes assoiffés d'amour à leur côté, et donc ça finit par avoir un effet pervers sur vous. Soit vous avez des blessures d'incarnation qui rendent impossible le fait d'être en couple et de vous lâcher en couple. Notamment si votre âme aspire à un grand amour mais que votre corps flippe à l'idée de ressentir autant d'amour, alors il y a barrage, il n'y a pas de rencontre, ou quand il y en a, c'est toujours avec des mecs ou des nanas mariés ou pas disponibles, affectivement parlant en tout cas, parce qu'ils ne se sentent pas de vous donner beaucoup, par exemple. Donc de savoir qu'on est hyper, ça permet d'aller repérer les problématiques d'hyper en matière de couple, de se faire accompagner par un thérapeute spécialisé dans ces problématiques et de les résoudre. Parce que le jour où vous pourrez fréquenter un ou une belle hyper fonctionnante, bienveillante et bien traitante, et que votre corps vous laissera libre de ressentir tout l'amour, toute la fluidité, toute la facilité qu'il y a à être en couple avec une personne qui fonctionne comme vous, avec les mêmes intentions de bienveillance et d'amour que vous, avec la même capacité à aimer que vous, là, la relation amoureuse devient quelque chose de vraiment génial. Tant que vous vous ignorez ou que vous vous niez en tant qu'hyper, ça, c'est compliqué de l'obtenir. Il y a de nombreux intérêts à savoir qu'on est hyper et à l'assumer et à se faire accompagner en tant qu'hyper, tant qu'à faire par un hyper. Mais le dernier point que j'aimerais mentionner, et qui n'est pas des moindres, hein, c'est les capacités dites subtiles des hyperfonctionnants. Ça fait 10 ans que j'accompagne des hyper, je n'en ai à ce jour rencontré aucun qui n'ait pas des capacités de clairvoyant, de clairaudient et de clairsentient, parfois sans le savoir, sans s'en douter. Ils vont avoir l'impression, oui, de savoir plein de choses sur l'autre que l'autre ne sait pas, mais sans prendre conscience que ce sont des capacités particulières. Des capacités, on pourrait mettre des guillemets, mais paranormales. Et c'est d'ailleurs souvent parce qu'il y a ces capacités paranormales qui sont en dormance chez l'hyperfonctionnant que son inconscient voit d'un mauvais œil le fait de se découvrir hyperfonctionnant et de se déployer en tant qu'hyperfonctionnant. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les yeux et qu'on assume ces particularités, qu'on commence à s'assumer en tant que personne différente sur cette terre? Les capacités se réveillent. On se met à recevoir, grâce au cerveau, des informations sur ce qui est présent visuellement, présent sensoriellement, présent auditivement dans la pièce, des formes, des sons, des sensations. Vous pouvez capter la présence d'âmes errantes.
Vous pouvez capter la mémoire des lieux. Votre corps peut être influencé par la mémoire émotionnelle d'un lieu. Toutes les fois, ou alors que vous sortez du ciné, il y a un malaise qui s'installe en vous. Bah oui, s'il y a eu 3 films d'horreur avant le film joyeux que vous êtes allé voir, votre corps a capté l'information et vous la transmet. Attention, dans cet espace, il y a eu de la peur. Et qui ne se sait pas hyper fonctionnant peut vite avoir l'impression d'être une girouette émotionnelle et d'être taré. Parce que vous imaginez, vous vous baladez dans Paris, vous passez devant un bâtiment dans lequel quelqu'un est heureux, puis un autre bâtiment dans lequel quelqu'un est en souffrance, je sais pas, parce qu'il manque d'argent et que sa boîte est en train de couler. Ensuite, vous passez à côté d'un enfant qui se fait battre. Ensuite, vous passez à côté d'une femme qui se fait tromper ou d'un homme qui se fait tromper par son mari, par sa femme. Ensuite, vous passez dans le métro, vos corps captent toute la souffrance des SDF, des travailleurs qui vont bosser sans le vouloir, un peu à contre-cœur, etc. Et vous basculer de seconde en seconde dans des états émotionnels différents. Il y a de quoi devenir fou quand on ne comprend pas comment ça fonctionne. Les capacités d'empathie qu'ont les hyper sont souvent niées par les hyper eux-mêmes et par les accompagnants d'hyper. C'est-à-dire que votre corps va vous reproduire à l'intérieur de vous les sensations qui vous racontent l'émotion qui est présente à l'extérieur de vous, ou les sensations physiques. Ce qui veut dire que vous pouvez vous sentir triste alors que ça allait bien, juste du fait que votre corps s'est comme caméléonisé à la personne qui était triste, à jouer les caméléons en personne, je vais pas y arriver. Votre corps a joué les caméléons en présence d'une personne triste. D'un coup, vous basculez en tristesse. Ça peut donner l'impression, qui est fausse, d'absorber l'émotion de l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas une absorption. C'est comme un copier-coller. Comme si votre corps vous crée une copie conforme à ce que l'autre ressent dans son corps. Comme pour vous dire, tu sens là ce que ça fait dans son corps à lui, tiens-en compte. Ce sont des capacités de thérapeute, ça, hein, qu'on le devienne professionnellement ou pas. Les hyper ont des capacités de perception de thérapeute. Ah si, pardon, il y a un dernier point. Je me suis menti à moi-même en vous disant que c'était le dernier, celui d'avant. Il y a un dernier point capital. Si vous êtes hyper, votre corps a un peu de mal à gérer les ups. C'est-à-dire qu'une personne lambda, elle a un shoot émotionnel, je sais pas, on lui annonce une bonne nouvelle ou elle passe un examen, elle stresse, elle a un coup de stress dans son corps. Une demi-heure après le coup de stress, son corps redescend progressivement en pression, jusqu'à ce qu'elle retrouve son calme tranquillement. Chez les hyper, ça dysfonctionne. Donc vous allez rester en up et en stress pendant un certain temps. Vous savez, ce sont les moments où vous vous comportez en conquérant. Tout va bien, vous vous sentez beau, belle, vous avez l'impression que la vie vous sourit, que les gens vous sourient, les rencontres vous paraissent chouettes, bref, vous êtes sous l'influence de neurotransmetteurs qui vous donnent l'illusion que la vie est géniale. Le problème de ce truc-là, quand l'inconscient n'arrive pas à descendre tranquillement, quand le corps n'arrive pas à vous faire descendre en pression, c'est qu'au bout d'un moment, le corps se dit « punaise, ça fait 4 heures, 5 heures, voire 5 jours qu'elle est en up. » Pardon, il y a des choses qui dysfonctionnent. Et le corps va, pour différentes raisons très physiologiques et énergétiques, vous faire basculer en down. Et là où vous étiez plutôt en mode conquérant, là vous êtes en mode loser ou loseuse. Ça va pas, votre vie est pourrie, vous avez l'impression d'être nul, ça n'a pas de sens, vous avez envie de vous barrer d'ici, et ça peut même aller, chez de nombreux hyper, jusqu'aux pensées suicidaires, qu'ils vont appeler très discrètement des pensées noires. Quand vous êtes en bad et que vous vous présentez à un thérapeute, il prend ça pour de la dépression. Or, une dépression, on en fait une, voire grand maximum 2 dans sa vie. On n'en fait pas toutes les 3 semaines, voire toutes les semaines. Ce n'est pas de la dépression, c'est de la mélancolie. Et on n'accompagne pas la mélancolie comme on accompagne de la dépression. Ce n'est pas les mêmes choses qui sont à faire. Il y a des choses qui sont à voir dans le quotidien, des choses auxquelles il faut être vigilant. Il y a des choses à faire sur le plan émotionnel, pour que les ups soient moins des ups et pour que les downs ne soient plus associés à des pensées dark, et il y a des choses à faire sur le plan énergétique. Quand vous êtes en bad, vos corps énergétiques, que vous en ayez conscience ou non, captent des informations très basses, très négatives à l'extérieur de vous, et votre cerveau vous les traduit sous forme de pensées de « ça va pas, qu'est-ce que je fous ici, je suis perdu ». Il y a des solutions très simples à mettre en place quand on est hyper pour se défaire des bads,
Mais ça, quand vous allez voir un thérapeute qui n'est pas spécialisé, eh ben, quand vous êtes en bad, il va pas vous en parler parce qu'il n'est pas au courant de ça. Et pire, il va rentrer dans le jeu de vos pensées, alors qu'en fait, c'est juste des ruminations qui sont dues au bad et pas vraiment dues à votre vie. Et il va rentrer donc dans le jeu de ah bon, vous souffrez, vous vous sentez nul et pourquoi et d'où ça vous vient, alors que ça sert à rien. Le contenu des pensées pendant un bad n'est pas à considérer quand on est thérapeute. C'est le fait que la personne soit en bad qui est à considérer et à accompagner. Donc essentiel quand on est hyper aussi, ne serait-ce que pour ça, pour pouvoir se faire accompagner dans sa mélancolie, pour la désactiver, pour la déjouer, pour la dompter. Donc cette fois pour conclure, je vous dirais que si vous êtes tout le temps dans votre tête, que vous traversez parfois des phases de up qui sont plutôt agréables, mais aussi des phases de mélancolie dans lesquelles ça va pas. Si pour vous les relations c'est compliqué, que vous avez du mal à vous sentir nourri par vos relations, que ça fait peut-être des années que vous êtes en souffrance et peut-être aussi des années que vous faites accompagner par des thérapeutes certes très sympas et probablement très compétents, mais qui ne vous ont jamais dit que vous étiez hyper fonctionnant alors que manifestement, d'après votre début d'enquête, vous l'êtes. Regardez en face que vous l'êtes, documentez-vous et faites-vous accompagner par des praticiens spécialisés. Vous allez voir, ça change tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.